Apologie avec Martin Hébert. Salut Martin, comment ça va? Bonjour, très bien. Je suis toujours content qu'on ait ces réflexions-là ensemble aux 2 semaines avec des sujets qui touchent évidemment toujours pas mal tout le monde, surtout le sujet de ce matin quand on parle de nostalgie. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique, toi? Pas particulièrement, non? Mais je pense que la discussion d'aujourd'hui va nous peut-être élargir un peu le spectre de ce que c'est que la nostalgie, justement. C'est quoi la nostalgie, la définition de base, là? À part se dire c'était mieux avant. Oui, c'est ça. En fait, l'origine du mot est beaucoup plus récente qu'on pense. C'est un mot du 18e siècle. C'est pas quelque chose qui remonte à c'est des racines grecques, mais qui remontent pas au monde grec. Mais au départ, la nostalgie, c'est l'ennui de son chez-soi. Donc, la nostalgie est un phénomène, au départ, qui est géographique. Quand vous êtes loin de chez vous, vous vous ennuyez de votre domicile, de votre maison. En fait, c'est un terme qui a été inventé pour parler d'une condition psychologique, apparemment, qu'avaient des soldats suisses au 18e siècle. C'est-à-dire que les soldats suisses tombaient en dépression. Et, parce qu'ils étaient On peut les comprendre, ils sont au front. Oui, c'est ça. Eux, ils étaient des mercenaires, donc ils allaient se battre pour un peu n'importe qui. OK, ils ne présentaient pas leur drapeau. Là. Non, c'est ça. Tous les royaumes en Europe, etc. Puis leurs supérieurs se rendaient compte que leur performance diminuait considérablement avec le temps. Et ils les renvoyaient chez eux. Et il y avait cette idée-là que dès qu'un soldat suisse passait la colline et voyait son village, il se sentait mieux soudainement. Il ne faut pas oublier, le pape avait des mercenaires. Le pape a encore des mercenaires suisses. Tout à fait. La garde suisse. C'est ça? Non, c'est la garde suisse. La garde suisse, effectivement. Les Beefeaters, c'est une prison à Londres, je pense. C'est ça, exactement. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, le terme au départ, est géographique, mais avec le temps, évidemment, il va changer de signification pour être temporel. C'est-à-dire, on s'ennuie d'une époque. Et là, justement, on voit de nos jours, la nostalgie, elle est partout. Elle est dans la mode, elle est dans le cinéma, dans la culture populaire. Tout d'un coup, les années 80 deviennent à la mode, surtout chez les gens qui les ont pas connus. Exactement. Non, mais les années 80, là, moi, quand j'étais jeune, je me disais, s'il y a une décennie qui reviendra jamais à mode, c'est elle. Et je le dis avec beaucoup d'amour et de respect. Attention, je veux vraiment pas insulter personne. Mais je me disais, la coupe Longueuil, ça reviendra pas. Et c'est revenu. T'sais, donc, ce que je veux dire, et je trouve ça beau, là, la perspective est différente. C'est ça qui est bizarre aussi de la nostalgie, c'est qu'elle est teintée. Il y a un filtre, là, carrément. Là. Oui, tout à fait. C'est une idéalisation du passé. C'est ça. Et évidemment, la pertinence pour notre conversation, disons, d'aujourd'hui, celle qu'on a constamment, c'est-à-dire, la réflexion sur le futur, la réflexion sur ce qu'on pourrait appeler des imaginaires politiques, s'alimente de la nostalgie aussi. C'est-à-dire qu'on a vu... donc, la nostalgie, c'est bien sympathique quand on entend des vieilles tunes des années 80, puis on dit « Ah ouais, dans le temps, il y avait de la bonne musique, etc. » Sauf que, évidemment, la nostalgie, elle est aussi un levier politique très puissant. Justement, aujourd'hui, je vous parle d'un livre où il y a une série d'auteurs en France. Donc, ils ont un cycle de conférences qui s'appelle les rendez-vous philo, là, organisés par le journal Le Monde, entre autres, qui, eux, se posent la question de dire, finalement, est-ce qu'on peut envisager une nostalgie qui n'est pas instrumentalisée par la droite, parce qu'on ne s'en cachera pas, là, cette idée-là de retour à un âge plus simple, là, retour à une période de grandeur pour certaines sociétés, etc. Évidemment, c'est un discours qui est très, très utilisé à droite, qui est un discours aussi de peur. On est en train de perdre ce qu'on avait, etc. L'identité, puis tout aussi. Oui. Et là, justement, les auteurs de ce livre-là, qui est coordonné par Jean Birnbaum, qui est sorti en 2024, tentent de décortiquer un peu ce nœud-là, là, de plein de significations, de plein de sentiments, beaucoup autour de cette nostalgie-là. Et
ils vont faire des contributions que je trouve intéressantes, notamment à distinguer des formes de nostalgie. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les discours plus conservateurs, les discours plus à droite, c'est littéralement l'idée d'un retour en arrière. Ouais. De dire, ben OK, si, je sais pas moi, les mouvements pour les droits des personnes ont juste dilué le fonctionnement de la société, etc. Le retour à ce que un sociologue allemand, Zygmunt Bauman, appelait le retour vers la tribu, du temps où on avait une société homogène, etc. Donc, c'est toutes vraiment des figures très forte là, des discours réactionnaires aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler ça la nostalgie fermée. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de reculer, donc d'annuler des avancées sociales, d'annuler des dynamiques sociales qui ont transformé notre société. Mais à cette nostalgie fermée, on va opposer ce qu'ils vont appeler la nostalgie ouverte. C'est-à-dire, la nostalgie ouverte ne veut pas retourner dans le passé, comprend que, effectivement, si vous étiez là dans les années 80, c'était pas l'espèce de paradis qui peut être montré, ou bon, peu importe, là. Mais que la nostalgie ouverte peut nous permettre de réfléchir sur le passé, d'une certaine façon, de voir des chemins qui n'ont pas été pris, des initiatives, des énergies qu'il y avait, des idées qui ont circulé, qui n'ont pas été réalisées, etc. Et là, les auteurs du livre vont dire, là, il y a peut-être une piste qui est plus intéressante, qui n'est pas celle du repli, qui n'est pas celle de la déprime, d'une certaine façon, mais juste de dire, quel embranchement on a manqué au juste là, dans le chemin? Là. À place de dire retournons en arrière pour refaire pareil, la nostalgie ouverte dit retournons en arrière, voir ce qu'on aurait pu faire qui n'a peut-être pas été fait. C'est carrément ça. Là. Tout à fait. Et là, justement, une des contributrices, une historienne des idées qui s'appelle Stéphanie Rosa, elle va carrément... elle a un texte qui s'intitule « La nostalgie est-elle de droite ?» Et là, elle va dire, est-ce que ça existe une nostalgie de gauche? Et elle va commencer à décortiquer ça, puis elle va dire, la gauche aussi a une nostalgie qui est néfaste. Ce qu'elle va appeler, en reprenant le terme d'un psychanalyste, là, elle va appeler ça la nostalgie... qui est le narcissisme de la cause perdue. Donc, le grand discours de on a tout essayé, on en a donc fait, puis elle, dans le contexte français, elle va parler de mai 68, d'un mai 68 qui est utilisé comme la preuve qu'on aura tout essayé pour être révolutionnaire, puis ça marche pas. Puis là, elle va dire, ça, c'est une nostalgie qui est néfaste parce qu'on se complaît dans des ruines, finalement. C'est fataliste. Là. On a des exemples certainement comparables à ça dans le rapport qu'on a au référendum. On a célébré le 30e anniversaire. Là. C'est dans l'actualité ici aussi. Là. Tout à fait. Donc, au Québec, on trouve aussi ce genre de nostalgie qui est paralysante d'une certaine façon, en disant, OK, l'occasion a été ratée, puis etc. Donc, Rosa va dire, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose et c'est plus souvent, justement, comme elle dit, le narcissisme des causes perdues, c'est de devenir une sorte de révolutionnaire de café, là, où tu es assis autour de ton... avec un béret. Ouais, avec un béret, puis ton macchiato, là, puis dire que, il y en a qui ont donc essayé des choses, mais nous, on est des abusés. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, ce qu'elle veut éviter, c'est ça. Et là, elle va se mettre à parler de vraiment d'approches qui sont beaucoup plus constructives, c'est-à-dire un retour pour interroger le passé. Qu'est-ce que les gens ont vraiment essayé de faire? Pas l'image simplifiée qu'on en a de ces mouvements ou de ces personnes-là. On va dire il y a des acteurs historiques, on va juste comme les couler dans une statue de bronze, puis après ça, on comprend pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment tenté de faire, puis qui ils étaient, là, genre René Lévesque, là, qui devient à un moment donné juste un symbole sans que les gens s'attardent davantage à exactement c'est quoi dans le détail, etc. Donc, Rosa va dire le passé peut devenir justement un laboratoire pour réactiver la mémoire militante.
pas la nostalgie militante, mais la vraie mémoire de la transmission des expériences. De dire, OK, on a essayé, le mouvement n'a pas abouti où est-ce qu'on pensait, mais voici ce qu'on a appris en cours de route. Et certainement au Québec, j'ai participé à des projets sur la mémoire militante, puis on constate qu'il y a des ruptures très, très importantes là, entre les générations, justement, là, où des leçons très importantes pourraient être partagées, etc. Donc ça, elle va dire, ben justement, la nostalgie peut devenir un site de réflexion stratégique, de dire, ben, OK, ouais, ça c'était vraiment une bonne idée, puis ça vaut peut-être la peine de développer dessus. Ouais. Et des fois, c'est peut-être dans un... Tu sais, René Lévesque, je pense, son mémoire, ça attendait que je me souvienne, un livre de ses biographies. Tu sais, c'est sûr qu'un jeune de 18 ans qui est souverainiste, il a peut-être pas lu ce livre-là, il a les grandes lignes de la souveraineté, mais s'il lit vraiment, mettons, tout le livre, il va peut-être tomber sur une phrase, qui a une idée, un truc qui n'a pas marqué l'histoire, sur lequel on n'a pas fait de chemin, mais sur lequel on pourrait retomber et partir de ça pour avoir une nouvelle idée, finalement. Tout à fait. Par exemple, toute la composante d'un rapport renouvelé avec les premiers peuples, par exemple, qui a été un peu effacé de la mémoire de ce personnage-là, René Lévesque. Ouais. Évidemment, c'est des morceaux extrêmement importants aujourd'hui qui devraient faire partie de notre discussion sur n'importe quel même projet de société, souverain ou pas, là, etc. Donc, il y a vraiment de la matière à aller chercher. Puis, ce que Stéphanie Rosa nous dit, c'est justement, on ne peut pas aller la chercher si on n'a pas une vision plus détaillée de ce passé-là. On ne fait pas juste le regarder de loin comme un mirage. Comme dans un musée. il faut aller dedans, effectivement. Je trouve ça intéressant. Martin Hébert, le temps file, mais en terminant, est-ce que tu aurais des petites astuces pour pas tomber dans les pièges de la nostalgie? Puis c'est pareil avec nos ex. Là, on se rappelle juste des beaux côtés. Hein? Il y a une espèce de filtre qui fait en sorte qu'on se rappelle juste du positif pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Qu'est-ce qu'on devrait garder en tête quand on repense au passé? Oui. En fait, un des fils conducteurs du livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant est que penser au passé, c'est une manière de penser au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux trouver là-dedans qui m'aide à avancer? Pas qui me crée la volonté de retourner dans une machine à remonter le temps. Ouais. Donc, on a parlé des futurs non réalisés, mais aussi d'avoir peut-être un regard un peu critique sur nous-mêmes. Où est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Là? Ouais. Où est-ce que je l'ai échappé pour apprendre de cette expérience-là et toujours se projeter dans le futur, qui est le seul espace qu'on peut vraiment habiter. Exactement, et modifier, effectivement. Martin Hébert, c'est toujours un immense plaisir de jaser anthropologie avec toi. Merci beaucoup, tu nous as donné de la matière à nostalgie ce matin. Merci beaucoup. On s'en parle dans 2 semaines. Merci à toi. Bye bye. 8h.